Bonjour à toutes et à tous. En 2012, le président de la République, François Hollande, déclarait « L'autisme, grande cause nationale ». En 2024, l'autisme reste une cause nationale en France, car 12 ans plus tard, de nombreux points d'ombre sont encore à résoudre. Donc un sujet important pour la santé en question, qui nous donne aussi l'occasion de rendre un hommage à un de ces chercheurs français qui font la réputation de notre pays, à tel point que cette carrière a été récompensée par une élection à la présidence de la prestigieuse Académie de médecine. Madame la Présidente, Catherine Barthélémy, professeure Catherine Barthélémy, bonjour. Bonjour. Avant de vous entendre, on écoute votre portrait par Thierry Borsat, notre rédacteur en chef. Professeur Catherine Barthélémy, vous êtes une personnalité qui bouleverse à la fois les habitudes et les certitudes. Les habitudes parce que vous êtes, depuis le début de cette année, la nouvelle présidente de l'Académie de médecine, une institution prestigieuse, mais qui aura attendu plus de 200 ans pour placer une femme à sa tête. Et les certitudes parce que, dans votre spécialité de pédopsychiatre, vous avez brisé, il y a maintenant près de 40 ans, un tabou sur un trouble qui toucherait 700 000 personnes en France, l'autisme. Vous avez été la première, c'était en 1985, lors d'un congrès à Tours, à développer la théorie de ses origines neurologiques en affrontant vos confrères formés à la psychanalyse et bloqués sur l'idée que ce trouble était déclenché par un problème affectif avec la mère. Alors autant dire que si ces derniers vous ont hué, des milliers de mamans en revanche, culpabilisées pendant des années, peuvent vous adresser un immense merci. Alors ce tournant essentiel dans la recherche sur l'autisme et dans sa prise en charge justifierait à lui seul votre élection à la présidence de l'Académie de médecine. C'est en effet grâce à vos travaux que l'on sait aujourd'hui qu'un enfant autiste dépisté précocement peut voir sa vie changer s'il bénéficie d'un traitement adapté. C'est parce que vous avez su associer les familles de ces enfants à vos recherches que vous êtes parvenu à explorer de nouvelles pistes inédites et que vous avez cassé l'image de la maladie parfois honteuse posée sur ce trouble. Alors, il reste encore beaucoup à découvrir sur l'autisme, qui se manifeste de multiples manières, mais vos responsabilités à la tête de l'Académie de médecine ne peuvent que renforcer les espoirs. Votre engagement, vous l'avez réaffirmé il y a quelques années lors de la remise d'un prix d'honneur que l'INSERM venait de vous attribuer, il est très clair. Je suis médecin, je veux guérir, aider les gens. Merci Thierry. C'est un bel éditorial, chère Catherine Barthélémy. Ce portrait vous convient-il ? Il est exact, et il est enthousiaste, et je vous remercie beaucoup. C'est pas tout à fait normal. Puis vous savez, il a un avantage, c'est qu'il me rajeunit. Alors il y a un conflit d'intérêts majeur dans cette émission, puisque j'ai fait mes études de médecine dans la même faculté où vous étiez professeur, à Tours. Donc je suis doublement ravi de vous recevoir dans notre émission. L'éditorial est flatteur, mais il pose bien le problème. Et première question, j'ai envie de vous dire, les psychanalystes sont rentrés dans le rang, du moins en ce qui concerne l'autisme ? L'enseignement de la psychologie doit être vraiment reconsidéré dans les universités, parce que la psychanalyse a pris une ampleur dans l'enseignement de la psychologie qu'il n'a pas à avoir pour un certain nombre de pratiques. Donc, en particulier la psychologie clinique est principalement dans certaines universités fondées sur les théories psychanalytiques, n'a plus, dans le domaine de l'autisme, lieu d'être. Donc, il faut vraiment qu'on développe des universités de psychologie qui soient dans le rang. Alors, à mes côtés, vous reconnaissez notre invité permanent, le professeur Bergman, qui est un de ces universitaires. Vous auriez une question à poser pour ouvrir le débat ? J'ai plein de questions, parce que c'est quand même une maladie qui moi, me paraît encore bien complexe, mais peut-être moins dans une heure. Quand j'étais étudiant en médecine, il y a quelques années, on n'avait pas de cours sur l'autisme. Ça n'existait pas, la maladie n'existait pas, ou bien on l'avait mal catalogué. Ils étaient où ces enfants, ces malades ? Alors, le diagnostic correspondait à une terminologie qui le raccrochait à la psychiatrie adulte, puisque l'autisme est une dimension de la schizophrénie. Et quand Bleuler a décrit la schizophrénie, il a montré qu'une partie de la sémiologie, des symptômes, était le retrait social.
Et quand Léo Kanner a décrit, il a emprunté à la psychiatrie de l'adulte ce terme autisme pour décrire l'isolement social de ses enfants. Donc, par analogie, vous voyez, on a pensé que c'était une forme précoce de schizophrénie. Mais on ne l'enseignait pas dans les facultés de médecine. Non, ni en psychiatrie adulte, ni en pédiatrie. On avait des cours sur psychose infantile, des choses comme ça. Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'après, on a évidemment fait une analogie entre la schizophrénie, les psychoses de l'adulte et de l'enfant, et donc les premiers cours, en effet, étaient charpentés sur de la sémiologie de l'adulte, en fait, transposée au petit. Alors, je disais dans mon introduction que le fait d'en avoir fait une grande cause nationale il y a 12 ans a été quand même un bond important dans l'histoire de cette maladie en France. L'élan qui a été donné est absolument incroyable. C'est-à-dire que vraiment, ça a permis de structurer le territoire, d'ouvrir des services, de créer un carnet de santé avec des pages qui soient dédiées à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement. Vraiment, c'est incroyable. Et puis, dans la dernière partie de l'année 2023, au mois de décembre, le président de la République a annoncé qu'une stratégie numéro 2 était financée à hauteur de 680 milliards. Millions. Ça nous ferait le PNB de la France. Non, c'est déjà beaucoup, 680 millions. Mais alors, cette stratégie, elle est articulée beaucoup autour de 5 engagements qu'on va voir en détail. Et d'abord, on commence par améliorer le dépistage et le diagnostic précoce. Alors, on en est où? On dépiste comment? Alors, c'est un dépistage qui est en même temps basé sur de la clinique, et puis l'entretien avec la famille, ceux qui connaissent bien l'enfant, et qui décèlent chez lui des particularités de fonctionnement. L'enfant n'échange pas le regard, il paraît un petit peu hypotonique dans la relation, il ne s'adresse pas à l'autre, il ne tend pas les bras pour être pris hors du berceau, etc. Ces petits signes, maintenant, font partie d'un catalogue de signes qui est maintenant inséré dans le carnet de santé. Donc là, on a un doute. Mais alors, on a un peu réglé leur compte aux psychanalystes, alors qu'en fait, ils sont toujours là, présents et actifs dans les centres de prise en charge des autistes. Donc, ils ont peut-être quand même un rôle à jouer. Et puis, à l'opposé, il y a la génétique. On va dire, c'est une maladie génétique. C'est une maladie génétique ? Alors, le terme maladie, vous savez, dans les classifications internationales, a été abandonné. On parle de troubles du neurodéveloppement. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il y a... Un trouble, c'est une maladie, non? Oui, c'est une maladie. D'ailleurs, oui, bien sûr. Là aussi, il ne faut pas avoir peur de son nombre. Donc, cette maladie, elle a une composante génétique. Vous voyez, on a montré très tôt que quand il y avait des jumeaux dizygotes ou homozygotes, dizygotes, ça voulait dire qu'ils avaient un génome différent, et monozygotes, ils étaient vraiment complètement comparables au plan des gènes. Le risque que les deux soient atteints était de quasiment 100% quand c'était des homozygotes. Ouais. Donc, et alors que on descendait à 50% de risque. Mais de toute façon, il y a des tests génétiques précis qui existent. Là-dessus, sur toute cette hypothèse génétique, il y a eu de très très nombreux travaux. Donc on a identifié des gènes. Il y a à peu près plus de 150 gènes qui sont associés à l'autisme. Et puis, vous voyez, quand on peut faire un diagnostic génétique dans à peu près presque un tiers des cas d'autisme. Les autres n'ont pas de diagnostic génétique? Les autres, on ne le sait pas encore. C'est important parce que quand on entend 150 gènes associés, pour les patients, les familles, on a deux conséquences. La première, c'est de se dire on va pouvoir être sûr du diagnostic en faisant un test génétique. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas le cas dans 2/3 des cas. Et puis après, on va dire donc on va avoir, maintenant qu'on parle beaucoup de traitement génique, on va pouvoir traiter mon enfant par une thérapie génique.
Ça, peut-être oui. être... On n'en est pas encore là. Ça, on va voir ça après, les traitements. Mais simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous dites dépistage, on dépiste, vous avez donné des signes. Or, il y a certains petits autistes qui sont dépistés uniquement par la génétique très tôt. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On doit rechercher un certain nombre de maladies génétiques qui sont très associées à l'autisme. C'est le cas de l'X fragile, par exemple, ou du syndrome de Rett, etc. Donc il y a des examens systématiques qui vont être... La consultation génétique, dans le cadre du dépistage et, on va dire, de l'identification précoce de ce syndrome, fait partie vraiment de manière obligatoire des examens qui sont Mais prescrits. tous les enfants bénéficient de ces tests ou il faut quand même avoir au moins une petite piste? Alors maintenant, il y a des parcours Ouais. qui sont fléchés à partir des plateformes de coordination qui sont dédiées au diagnostic plus largement des troubles du neurodéveloppement, quand il y a l'autisme ou un autre trouble du neurodéveloppement, comme l'hyperactivité par exemple. On va vraiment envoyer, adresser les enfants. Mais ce n'est pas systématique sur tout enfant qui est... Non, c'est un parcours, On n'est bien pas sûr. un diagnostic, On ne commence pas le diagnostic par l'examen génétique. pas le test de Guthrie pour la phénylcétonurie qu'on va faire à la Oui, mais naissance. pourquoi? Parce que ça a un coût ou parce que ça ne servira à rien? Ben, c'est-à-dire qu'il est important quand même d'adresser aux généticiens, je dirais, une description du syndrome de l'enfant pour qu'il puisse, en effet, exercer, je dirais, son art de médecin génétique pour trouver le bon gène. Mais parce que vous allez nous dire dans un instant que plus on commence tôt, mieux c'est. Ah oui, Dans- c'est essentiel. C'est essentiel. Si je n'ai qu'un message, c'est celui-là. Mais ça veut dire aussi que la première étape diagnostique reste clinique. La première étape diagnostique, l'alerte, oui, elle est clinique. Ce sont des petits écarts au développement qui peuvent être discrets, mais qui sont ensemble, par exemple, vous voyez, le fait de ne pas, encore une fois, tourner la tête quand la maman rentre dans la chambre et qu'elle appelle son bébé. Vous voyez, sont des petits signes. Ne pas tendre les bras, encore une fois, c'est les échanges de regards. Vous voyez, ce qui fait ce contact social qui est très amusant chez le bébé. Il y a des films magnifiques de bébés qui vont bien, où on voit cette synchronisation sensorielle, motrice, émotionnelle, qui crée la relation entre le bébé et sa maman. Et puis, par comparaison, des films qui ont été pris par la famille, ce qu'on appelle les films familiaux, qui montrent des bébés qui plus tard vont avoir le diagnostic d'autisme, qui sont un petit peu ailleurs. Alors, le nombre d'autistes augmente, paraît-il. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Je pense que Jean-François aura les siennes. Moi, je me disais, est-ce que c'est parce que les médecins connaissent mieux la symptomatologie ou parce qu'on fait plus de tests génétiques? Oui, ou d'autres. Ou bien parce qu'on est plus alerté, ou bien parce que la maladie, l'épidémiologie de la maladie fait qu'elle peut aussi être plus fréquente, et ou bien parce qu'il y a des facteurs environnementaux qui font qu'elle est devenue plus fréquente, ou bien parce qu'on la trouve, on lui met dans ce que vous appelez des troubles beaucoup de choses qu'on ne mettait pas avant. Enfin, je ne sais pas. Alors, réponse. Oui, pour mettre un petit peu d'ordre. Oui. Oui. Tout d'abord, on est plus compétent. Enfin, les équipes cliniques qui sont formées, et elles sont distribuées maintenant largement quand même sur notre territoire, y compris le territoire d'outre-mer, décèlent des formes plus légères, et y compris chez le jeune enfant. Donc vous voyez, dans ce qu'on appelle le spectre de l'autisme, il y a une extrémité, il y a des formes légères où il n'y a pas de troubles physiques. Il n'y a pas non plus de déficience intellectuelle, ce qu'on appelle le
troubles du développement intellectuel, ce qui fait que à cette extrémité-là, vous voyez, ce sont des enfants qui paraissent même presque surdoués. Oui, il y en a des missions où on voit des autistes qui Absolument, répondent à ce tout. qu'on appelait le syndrome d'Asperger, Oui, oui. et même les hauts potentiels, vous voyez, avec des... Donc, et puis à l'autre extrémité, on voit de l'autisme, on mesure de l'autisme dans des syndromes génétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le syndrome d'X fragile, etc., des maladies génétiques connues. Donc, ce spectre, il devient de plus en plus large. Et puis aussi, je dois dire que les cliniciens sont de plus en plus formés, et donc on les diagnostique tout au long de la vie, c'est-à-dire de plus en plus tôt, mais aussi de plus en plus tard. C'est-à-dire, il y a des personnes adultes qui viennent à la consultation en disant « écoutez, moi j'ai regardé la télé et j'ai l'impression que je suis autiste. Est-ce que c'est vrai ?» Quel est l'intérêt de dépister à cet âge-là, alors s'ils vivent normalement? Parce que ce sont des personnes qui sont mal comprises Oui. et qu'on prend pour des caractériels ou pour des gens égoïstes ou des gens qui ne pensent... Vu le nombre de caractériels et d'égoïstes qu'on peut rencontrer dans sa vie, ça mérite un diagnostic, ces gens-là? C'est-à-dire que... Ils sont très en souffrance. Il y a des troubles sensoriels. On les diagnostique comment à ce moment-là? Avec des tests. Oui, il y a des échelles, des tests, on peut mesurer. Et puis ensuite, les personnes sont elles-mêmes en mesure de très très bien décrire ce qui peut les gêner. Par exemple, vous voyez, il y a des troubles sensoriels, une espèce de traitement sensoriel auditif qui fait que ces personnes, dans un bruit de fond, vocal ou sonore, musical, peuvent être extrêmement gênées, complètement perturbées. Elles ont des sensations aussi cutanées, visuelles, et quelque part aussi, il y a à l'intérieur du cerveau, on va sûrement y arriver, mais des phénomènes qu'on ne comprend pas encore, des synesthésies, c'est-à-dire que le claquement d'une porte peut déclencher comme un éclair à l'intérieur de la tête. Donc, vous voyez, ces personnes, elles contribuent au diagnostic. Pour répondre à l'argument que nous donnait Jean-François Bergman, il y a des facteurs causaux environnementaux. J'y ai arrivé. Alors, c'est une question. Ah bon, on le sait. Ah oui. On le sait dans certains cas. Pendant la grossesse, par exemple, il y a des médicaments. Vous savez qu'il y a eu récemment, avec la dépakine, une publication qui a montré qu'il ne fallait surtout pas prendre du valproate de sodium pendant la grossesse. C'est plutôt des épilepsies, non? Alors, non, ce ne sont pas des épilepsies, ce sont des formes de troubles du neurodéveloppement avec de l'autisme caractérisé. D'accord. Vous pensiez à d'autres troubles les autres facteurs d'environnement? C'est assez compliqué parce qu'ils sont toujours mélangés. Il y a beaucoup de partisans contre, pour et tout. Les recherches sur les facteurs environnementaux, pollution et compagnie, aujourd'hui, elles montrent des augmentations relativement faibles des risques. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire aujourd'hui une liste des toxiques, entre guillemets, autistogènes. Je sais pas si comme je vous le disais tout à l'heure, le poids de la génétique est énorme. Ouais. Donc, c'est sur le 20% qui reste qu'on va travailler. Donc, il y a des recherches qui sont en cours. Et dans le cadre de la stratégie nationale, il y a une cohorte française qui a été financée, hautement financée, Mais alors, pourquoi est-ce que vous dites le poids de la génétique est énorme et ce qui reste, c'est que 20%, alors que tout à l'heure, vous nous disiez que la génétique, c'était qu'un tiers. C'est un tiers ou c'est 80 ? Non, c'est-à-dire que le poids du biologique, on va dire, c'est-à-dire ce qu'on appellera le somatique, quoi. C'est l'organique. L'organique. Cet organique, vous voyez, au moment de la construction de l'embryon, et puis en particulier de son cerveau, c'est sûr qu'il y a des vulnérabilités à certaines molécules, à certains toxiques, etc. Mais vraiment dès le premier trimestre de la grossesse, et même avant.
Ça, c'est montré. Ensuite, il y a un facteur qui est aussi assez important à connaître. Attendez, on s'arrête 30 secondes parce que vous renvoyez un peu la responsabilité sur la maman, là, sur le premier trimestre. C'est quoi par le valproate de... L'alcool et puis certaines substances qu'on n'a pas encore définies comme étant pathogènes. Hein, mais qui pourraient l'être. Mais qui pourraient l'être, oui, tout à fait. On a parlé du plomb, par exemple. Ouais. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a eu des observations comme ça qui sont plus qu'anecdotiques quand même et qui méritent qu'on vérifie ça. Et ça nécessite des études sur des longues durées de cohortes d'inclusion très tôt, même... c'est très difficile. Vous êtes convaincu ? Parce que... Non, je pense que c'est très difficile à faire et on cherche des petits facteurs. Des petits facteurs. Et donc, il faut des milliers de malades et des dizaines d'années. Des dizaines d'années pour y arriver. Et il faut des dizaines d'années. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Le cerveau, c'est vraiment magique parce qu'au départ... c'est vraiment un petit tuyau qui s'enroule, qui se plisse, etc. Et à l'intérieur du cerveau, il y a des cellules qui se connectent, qui créent des ensembles de neurones qui vont créer des réseaux vraiment qui vont permettre, bien entendu, de réguler toute la motricité, le sensoriel, etc. Et puis, il y a ce cerveau là encore une fois, de la sensorimotricité, de l'émotion, le cerveau de l'émotion, on le connaît très bien. Et ces circuits, ces réseaux de neurones, ils sont en fait basés sur des connexions. Et c'est dans ces connexions qu'on va trouver le secret de beaucoup de maladies neurologiques, y compris l'autisme, les synapses. Ouais. Et alors, si on trouve la compréhension de synapses et de la physiopathologie, c'est-à-dire que derrière, on pourrait avoir des traitements spécifiques sûrement. Qui agiraient sur les synapses. On en est où, là ? Il y a une énergie farouche qui est développée au niveau mondial pour étudier cette petite fente qui sépare deux neurones, à laquelle il se passe des tas de choses. Je ne peux pas m'empêcher à ce moment-là de l'émission, parce qu'après, on va arriver sur les traitements et vous me direz qu'il n'y a pas de traitement. Quand on vous entend dire ça, quel espoir on peut donner aux parents aujourd'hui quand vous dites que ça avance L'espoir, il est basé sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ces réseaux qui se développent, ils sont liés à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale et ces échanges qui se passent dans cette petite fente synaptique et durent toute la vie et peuvent se modifier toute la vie. Par exemple, je n'étais jamais venue dans ce studio et vous voyez, quand je vais sortir, je vais me souvenir que j'étais avec vous, etc. Donc j'ai créé de la matière vivante de mémoire. C'est de la mémoire, ça. Voilà, c'est ça. Et la plasticité, je donne toujours l'exemple dans les accidents vasculaires cérébraux, des gens qui réapprennent après un accident vasculaire grâce à cette plasticité. C'est difficile à comprendre, la notion de plasticité. D'abord, le mot n'est pas bon, à mon avis. Oui, c'est ça. Mais cette faculté qu'a le cerveau, donc c'est là-dessus que vous allez travailler, que vous travaillez. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ces enfants qui fonctionnent, on va dire, insuffisamment dans certains secteurs de la relation avec les autres, du langage, etc. À partir du moment où on les stimule, et tôt, ils vont pouvoir faire des progrès. C'est pour ça que la notion de plus tôt on fait tout ça, mieux c'est. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Exactement. Oui, c'est important de donner cette notion-là aux médecins. Dans ce même studio, il y a quelques mois, le professeur Claire Paquet, qui nous parlait de l'Alzheimer, a aussi parlé des synapses, des connexions, de la plasticité. Est-ce qu'on pourrait espérer un médicament qui soigne l'autisme et l'Alzheimer ? En tout cas, ce sont sûrement des substances qui pourraient faciliter le développement, la connexion, soutenir, vous voyez, pour que l'exercice fonctionnel puisse se construire et construire ces réseaux. Vous ne voulez pas demander quels sont les traitements qu'on pourrait imaginer je pensais que vous alliez la pousser jusqu'à dire... Il y a bien sûr les traitements symptomatiques de l'agitation, mais
Enfin, parlez-nous des traitements symptomatiques, curatifs, préventifs. Ils sont très imparfaits, hein, parce qu'en fait, ils ne sont pas dédiés justement à un trouble dont la physiopathologie, les mécanismes sont encore insuffisamment connus. Encore une fois, il y a des milliers de chercheurs qui s'évertuent à aller voir comment fonctionnent ces synapses, les récepteurs, les capteurs qui vont permettre à la cellule d'enregistrer et de produire. Voilà, donc on a des médicaments qui sont plutôt des calmants ou des stimulants, vous voyez. On a beaucoup espéré, par exemple, de la Ritaline dans l'autisme. Ouais. En fait, la Ritaline est un médicament de l'hyperactivité et des troubles de l'attention. Ouais. Mais il existe des troubles de l'attention dans l'autisme. Donc, vous voyez, il y a eu des... C'est ça. J'ai vu qu'il y avait certains essais de molécules très précises qui commençaient, là, quand même. Hein. Ça commence. Mais ce sont vraiment des... Là encore, on est sur des... Non pas sur de la neurologie fonctionnelle, on est encore au stade de... J'appellerais presque de la structure de la synapse. Vous voyez, c'est des modèles animaux. On est loin de la prescription chez l'humain. On n'a jamais de bon traitement tant qu'on n'a pas bien compris. Ouais. Exactement. Alors, bon, il y a une chose qu'on a compris, c'est la génétique et la thérapie génique là-dedans. Ah, on n'est pas là non plus, parce qu'on n'a pas le gène. Oui, mais on a découvert des modifications, des choses... On parlait surtout de ce fameux ciseau qui permet d'intervenir. Oui, ah oui, le CISP. Hein, mais encore une fois, il faut avoir un gène, un endroit où tu veux agir, où on veut agir. Là, on a des gènes associés. Dans certaines formes d'autisme, on nous dit c'est tel gène où il y a un problème. Non. Madame Barthélémy n'a pas dit ça. Elle a dit il y a des gènes associés. Elle n'a pas dit il y a des gènes causaux. Exactement. Non. La thérapie génique, moi je dirais que ce qui est très important aussi, c'est d'écouter les parents. Et les parents, ils nous posent toujours la même question. Quand est-ce qu'il va dormir, mon fils ou ma fille? Et puis, comment faire pour vraiment qu'il n'ait pas d'agressivité. Qu'il n'ait pas d'agressivité, qu'il ne soit pas comme ça. Qu'il fasse attention à l'école. Donc, vous voyez, c'est... c'est toujours des traitements symptomatiques, alors? Absolument. En médecine... Oui, c'est vrai. Bon, enfin... Quand on soigne la douleur, de temps en temps, on aime bien comprendre d'où elle vient, quoi. C'est simplement... Exactement. Qui doit coordonner tout ça, à votre avis? C'est un pédiatre? C'est un psychiatre? Ah, c'est une bonne question. C'est une question difficile. C'est vraiment le pédopsychiatre qui a fait de la pédiatrie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait la pédiatrie avant la psychiatrie, vous voyez. Donc, c'était une époque où on pouvait faire des études tant qu'on voulait. C'était formidable. Le pédiatre. Je pense que pour le tout petit, il faut vraiment quasiment des néonatologistes, des gens qui connaissent la prématurité. Parce que je ne vous ai pas parlé de la prématurité, mais une des causes aussi on va dire, de l'augmentation du nombre, eh bien, elle est liée probablement à la prématurité, et en particulier la grande prématurité. Il y a des courbes qui montrent qu'il y a vraiment une superposition entre le nombre de prématurés dans une population et le nombre d'enfants qui vont avoir un trouble du neurodéveloppement. Qui va bien avec votre hypothèse ou théorie ou démonstration de la maturation cérébrale et de la... Alors justement, est-ce que des événements de première année de naissance, par exemple un passage assez long en réanimation, peuvent être des facteurs de naissance de cet autisme? Ce sont des facteurs de vulnérabilité, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Il y a même des modèles quasiment expérimentaux, vous savez, de ces enfants en Roumanie. Donc, on a pu montrer qu'il y a une sidération du système, je veux dire, des réseaux neuronaux synaptiques, et en particulier de la communication. Mais c'est pas, vous voyez, l'analogie entre ces enfants qui étaient des enfants
isolé, perdu. L'enfant sauvage de l'Aveyron, hein, c'était le modèle. Néanmoins, quand on lit le dossier, on s'aperçoit que cet enfant, il était auparavant probablement. Il y a probablement. Bon, l'émission, c'est passionnant, hein, l'émission avant, vous serez obligé de revenir, ça, je vous l'annonce tout de suite. Mais on va sauter quelques années et parler justement de l'inclusion scolaire et sociale de ces enfants, qui est partie du plan dont on parlait tout à l'heure. Comment on fait pour renforcer cette inclusion scolaire et sociale ? Alors, je pense que dans la stratégie et puis dans la pensée internationale, je vous l'ai dit, agir tôt. C'est-à-dire que dès qu'on a un doute, vraiment, on va voir le docteur et tout ça. Et puis, on est pris dans un circuit. Le deuxième, c'est les parents. Les parents, c'est très important de soutenir les parents. Et le troisième point, c'est celui de la collectivité et de l'école. Et vraiment, la scolarisation pour tous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'enfant va être inscrit dans un contexte qui est celui des apprentissages sociaux, des apprentissages et des apprentissages cognitifs, bien sûr, hein, de la lecture, mais pas seulement. Hein. Et on sait très bien que ce bain d'enfants qui sont guidés par un maître, par un enseignant, c'est formidable parce que les enfants apprennent en regardant les autres. Et vous savez qu'en psychologie du développement, il y a de très belles démonstrations d'enfants qui apprennent à faire des choses très difficiles simplement en regardant son voisin. Donc les parents qui refusent qu'il y ait dans la classe de leurs enfants des enfants autistes sont des gens... c'est dommage. C'est idiot. Dommage. Ouais. C'est dommage parce que, d'abord, ils font perdre des chances à leurs enfants de connaître des enfants qui sont certes handicapés, mais qui peuvent être merveilleux. Et puis, d'autre part, ils font perdre la chance aux handicapés, justement, d'être immergés dans ce bain éducatif. C'est un sujet qui est très polémique, qui a encore récemment entraîné des discussions. Il y en a qui ont dit la scolarité inclusive est un échec. Parce que, d'abord, il n'y avait pas les moyens, ensuite, parce qu'il y avait des enfants qui étaient trop graves, peut-être, pour être dans la classe, qui dérangeaient la classe, empêchaient l'enseignant de poursuivre sa mission. C'est quoi la solution face à ce problème qui est vraiment très aigu, j'ai l'impression, à la fois pour les parents d'autistes et pour les autres? Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas forcer le système. Il est important vraiment d'accompagner les enseignants, de soutenir les enseignants, de fournir à l'enfant toutes les conditions pour qu'il puisse réussir, encore une fois, parce que la clé de l'apprentissage, c'est la réussite. Vous voyez, et donc pour que l'enfant soit en situation de réussite, et par conséquent l'enseignant soit en condition de réussite, il faut les moyens. Et ça, jusque-là, c'était un peu, je dirais, les auxiliaires. Non, c'était des accompagnants. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Les accompagnants parce que ça a changé la terminologie. Ils n'étaient pas en nombre suffisant, et puis ils n'étaient pas formés. Et puis les enseignants, maintenant, il y a quelque chose, il y a des systèmes, ce qu'on appelle d'autorégulation, qui sont très très bien parce qu'il y a des équipes de spécialistes qui vont dans l'école et qui aident les différents enseignants. Mais vous pensez que tous les enfants autistes pourraient être scolarisés dans une école normale ? Alors il y a des limites évidemment, hein, parce qu'il y a des enfants qui ne progressent pas ou qui ont des troubles du comportement pour lesquels vraiment je dirais la présence d'autres enfants peut être même une souffrance, parce qu'il y a du bruit, parce que, etc. Donc, tout ça, c'est une question de dosage. C'est pas la majorité des enfants, d'après ce que j'ai pu lire. Non. Et puisque vous dites on est en perpétuelle évolution, est-ce qu'on a des idées du pourcentage d'enfants scolarisés normalement
qui augmente en fonction des années qui passent. C'est-à-dire qu'un petit autiste aujourd'hui a beaucoup plus de chances d'être scolarisé un jour qu'il y a 10 ans. Oui, c'est certain. Je ne vous donnerai pas les chiffres, mais c'est vraiment une impulsion qui a été donnée justement à ce qu'on appellera l'inclusion scolaire. Et d'autre part, il y a des dispositifs maintenant spécialisés qui peuvent accueillir, sont des classes maternelles dans lesquelles il y a vraiment... Alors, il faut avoir des classes dans son environnement, si je comprends bien. Voilà. On va encore avoir un problème de déserts médicaux. Ou de manque de personnel. Ah oui, mais on y vient, personnel. Bah, tiens. Si on ne commence jamais... Oui. Il faut un début à tout, mais il y a eu vraiment une accélération incroyable. Je vais vous donner des chiffres. En 2022, on estime que 23% des enfants handicapés n'ont pas accès à la scolarisation, que 28% d'entre eux n'ont que 0 à 6 heures de scolarisation. Donc ça veut dire que les autres ont peut-être des chiffres normaux. Mais tout ça, c'est ce fameux accompagnant des aidants, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les ACESH, difficile à prononcer, qui sont en manque. Aujourd'hui, il en manque plusieurs dizaines de milliers. Pourquoi ce manque de personnel ? À cause de l'argent ? Ou à cause de gens... Il y a eu aussi une sensibilisation, et puis il faut non seulement de l'argent, mais il faut les former. Alors, ils sont formés comment ? Alors, ils sont formés ils ont des formations. Il y a eu un gros programme qui fait partie de la stratégie aussi, qui a été la formation des personnels, quels qu'ils soient, des personnels d'accompagnement, les personnels médicaux, les personnels... et tous les métiers de la petite enfance. Moi, je trouve que on parle beaucoup de l'école, moi je parle toujours de la crèche, parce que c'est l'étape qui précède l'école. Mais là, ils ont moins besoin des accompagnants, les enfants autistes, puisqu'à la crèche, tout le monde, on n'est pas encore perturbé. Ne croyez pas ça. Ah bon ? Ah non. Ils ont besoin. Et puis c'est très important avec la puéricultrice, les aides qui sont là autour de l'enfant, de bien les informer sur l'enfant, sur ce qu'il sait faire et ce qui, pour lui, est désagréable et qui peut entraîner des troubles du comportement. Dans la crèche, par exemple, il y a quand même beaucoup de bruit. Il y en a qui se mettent à pleurer, etc. Donc, il se peut que l'enfant soit plus confortable dans un petit coin, avec les coussins. Donc, il faudrait plus d'AESH dans les crèches. C'est le premier message. Oui, c'est ça. Bon, est-ce que c'est un problème d'argent dans ce pays ? Je pense que, hélas, toute la médecine est un peu victime. Pas d'argent, mais là, il y a clairement un manque de budget alloué à ces gens-là. Il y a eu déjà un très gros effort, contrasté par rapport à ce qui existait avant. Avec quand même toujours l'impression que certains parents redoutent l'arrivée d'un enfant avec ce type de handicap dans une classe, parce qu'ils sont perturbateurs. Comment faire ? C'est une question d'éducation. Je pense qu'à l'Académie de médecine, on n'en a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais ça va changer. L'autisme est au centre de l'Académie. Et l'Académie vient de produire un rapport extrêmement important sur l'éducation des jeunes. Parce que la tolérance, l'intelligence sociale, la curiosité, ça s'apprend aussi à l'école. Et si le fait, par exemple, que la curiosité et que les relations sociales développent une intelligence, ça c'est des cours de biologie. Donc les programmes, vous voyez, les temps qui sont dédiés à la connaissance du corps humain, de la santé, de la prévention, les vaccins. Vous voyez, il faut que... J'ai dit, moi, c'est dès l'école maternelle. Mais dites-moi, je vais vous poser une question un peu indiscrète. Pas indiscrète, mais à la présidente, je me permets. On a vu que les vieux médecins ne sont pas formés sur l'autisme. Bon. Non, ils ne sont pas formés, ils n'ont jamais été formés, on a l'exemple. Mais souvent,
quelques-uns. Enfin, vous savez, la prévalence est telle que dans les familles, beaucoup de familles sont concernées par des troubles du neurodéveloppement. Oui, mais enfin, s'il faut attendre que les médecins soient concernés par une maladie pour qu'ils se forment, il va y avoir des trous. Il n'y a pas que des jeunes à l'académie. Non. Bon. Est-ce que vous pensez qu'ils prennent l'autisme au sérieux, les académiciens? Oui. Ça, vous en êtes sûr? Ah oui. Pas parce que leur présidente est une spécialiste? Non, pas du tout. Et j'ai du coup, avec un certain nombre d'académiciens qui sont des pédiatres, qui sont des neurologues, qui sont des néonatologistes, des gynécologues accoucheurs, toutes spécialités, on a vraiment créé un groupe de travail et des séances dédiées où j'ai un certain nombre de mes collègues absolument éminents qui ont montré à quel point le cerveau se développe. Par exemple, à la dernière séance, c'était Ghislaine Dehaene qui a montré comment s'adresser et parler à son bébé, lui raconter des histoires, contribue au développement du cerveau du langage. S'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de langage, s'il n'y a pas de stimulation, le réseau du langage se développe moins vite, moins parfaitement. Au-delà de ce travail de l'Académie, vous avez parlé de milliers de chercheurs sur cette maladie. La France s'est bien placée. On cherche dans quelle direction? Qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer dans les années à venir? D'abord, la place de la France. La place de la France dans le monde de l'autisme, vous voulez dire. La France a été décalée, parce que comme on était envahi par l'idée que c'était parce que la mère était frigidaire ou je ne sais pas quoi, on soignait la mère et on laissait le bébé dans son couffin, personne ne s'en occupait. Donc, alors que d'autres pays avaient... oui. Qui, par exemple, les États-Unis, bien évidemment. Les États-Unis, l'Angleterre, les pays du Nord, vraiment. Il y a eu un très gros programme de santé publique dans les Pays-Bas, où vraiment il y avait des petites unités de pédiatrie sur le territoire qui ont contribué déjà à l'identification de... Autre question personnelle, quand vous avez secoué le cocotier il y a quelques années à Tours, c'est parce que vous aviez vu que dans les autres pays, c'était très en avance ou... On était en connexion avec les États-Unis, oui. Et vous aviez noté le retard terrible des Français à l'époque. Et les Anglais. Et d'ailleurs, une des personnes qui s'est levée pour me défendre dans la fameuse salle, c'était Lorna Wing, qui était une maman psychiatre, qui avait une fille très, très handicapée, et qui a dit que... Parce que, je ne sais pas, il y avait... c'était pour se défendre. On pourrait dire qu'elle faisait ça parce que les mamans étaient attaquées et qu'elle était psychiatre. Oui, elle était psychiatre. Puis surtout, c'est une des grandes spécialistes de l'autisme mondial. Donc, c'est elle qui a développé, avec l'aide du gouvernement et bien sûr des subsides. La reine d'Angleterre a donné pas mal d'argent. Alors, si vous avez l'impression que la France, même avec son retard, est en train de se mettre le pied à l'étrier, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'est-ce que vous espérez voir se mettre en place en France dans cette direction? C'est quoi vos recherche, parce que la recherche, elle soutient, elle nourrit les actions. Et donc, j'ai contribué, moi, à fédérer le monde de la recherche. Depuis la paillasse, vous voyez, ceux qui vraiment étudient les petites cellules, les gènes, et puis... de l'autre côté, les éducateurs et les rééducateurs, les thérapeutes qui mobilisent le système nerveux et qui le transforment. Et donc, ce réseau, ce groupement d'intérêt scientifique, il réunit plus de 600 chercheurs qui sont maintenant connectés avec les... Là, voilà. Mais pour ces chercheurs, il faut de l'argent. Ça, c'est sûr. Dédié de l'argent. Il y a des actions qui sont en cours. On parlait de génétique tout à l'heure. Il y a une base de données génétiques à l'Institut Pasteur qui est coordonnée par les équipes de Thomas Bourgeron. Et puis, il y a l'Institut du cerveau de l'enfant qui a été financé à l'hôpital Robert Debré. Et puis, il y a les centres d'excellence. Il y a 5 centres d'excellence qui sont financés régulièrement
sur tout le territoire français. On est soigné de façon équivalente en France ou de plus en plus. dans l'autisme, oui. Mais pas encore complètement. Il y a encore des coins un petit peu éloignés d'un centre de ressources. On ne doit pas attendre de l'argent de l'industrie pharmaceutique sur ce sujet-là, ou est-ce qu'il y a de la recherche Il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation pour l'exploration. Il y a de l'innovation pour toute. Il y a de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vraiment et puis de toute. Non, franchement, il y a un mouvement d'amélioration. Non seulement pour la compréhension, mais pour l'aide de ces personnes au quotidien. Alors, oui. Une chose que j'arrive pas bien à comprendre. J'ai bien compris que c'était pas les psychanalystes qui avaient raison, il fallait déculpabiliser la mère, c'est pas elle qui est responsable parce qu'elle n'a pas fait comme ci ou comme ça au début de la vie. Et puis en fait, quand le diagnostic est fait, on dit à la mère et aux autres, il faut que vous parliez avec votre enfant. Donc finalement, on revient à un problème de communication alors qu'on a dit qu'il n'était pas responsable. C'est un peu contradictoire. Le projecteur n'est plus sur la mère, il est sur l'enfant. Et l'enfant, il a besoin de sa mère, bien sûr, pour développer son cerveau. Voilà. Mais il pourrait vous dire que c'est parce que sa mère n'a pas fait ce qu'il fallait qu'il ne s'était pas développé. Je vois bien où vous vous emmenez. Non, je comprends le raisonnement, mais je trouve qu'il y a finalement le même argumentaire qui est servi à deux sauces différentes. Non, c'est pas le même argumentaire du tout. Tiens. C'est pas la mère est pas malade. La mère est démunie quand son bébé se comporte différemment, et il se comporte différemment dès la naissance ou très peu de temps après. Il se met à crier quand elle le prend dans ses bras ou qu'elle veut lui changer la couche, etc. Vous voyez, c'est ce dysfonctionnement de ce qu'on appelle la dyade dans un système cybernétique. Eh bien, il est non pas lié à la maladie de la mère ou à je ne sais quel retrait de la mère ou dépression maternelle, mais il est lié au fait que le développement de l'enfant est atypique et qu'elle est un petit peu paniquée, quoi. Mais c'est pourtant le comportement de la mère et de l'entourage qui freinera ou participera à un traitement. Bien sûr, c'est pour ça que les parents sont indispensables. Au lieu d'en faire une cause, mon cher Jean-François, on en fait un traitement. Parfait. Voilà, je vais essayer de résumer un peu ce qu'on vient de dire. On n'a plus beaucoup de temps, et je voudrais qu'on parle de l'Académie, parce que sinon, on va lui faire reprocher que la présidente ne parle pas de son Académie. Dernière chose dans le plan qui est prévu, on dit sensibiliser le grand public. Et là, on entend tout et son contraire. Donc, cette émission est là pour sensibiliser les médecins, bien évidemment, et puis un peu le grand public. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse de plus ? C'est-à-dire de faire plus d'émissions, plus de... C'est sûr que la communication, le fait que vers le grand public, il y ait des émissions dont les contenus soient validés, et c'est aussi le rôle de l'Académie, d'exporter des avis, des rapports, et c'est de là qu'elle est née, parce qu'en 1820, le roi Louis XVIII avait besoin d'une compagnie qui l'instruise sur ce qu'il fallait faire pour que les citoyens français soient en bonne santé, qu'on prévienne les maladies et sur l'art de guérir. Pour les parents, c'est facile de trouver des soutiens, des sites, des associations. Il y a beaucoup d'associations de parents qui sont puissantes là. Oui, on n'a pas parlé des associations, elles sont au cœur du progrès. Parce que ce sont elles qui, dès les années 83, à Tours, il y avait une association qui a été créée, qui est unique, qui s'appelle l'Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des inadaptations, qui, en son sein, a un conseil d'administration complètement paritaire, parents professionnels. Et l'apport des parents a été majeur, parce que c'est eux qui nous ont, je dirais, avec
les albums photos d'abord, puis ensuite les petits films, les super vite, puis ensuite il y a eu la vidéo. Ça a été un progrès scientifique énorme pour notre spécialité. Parce qu'ils nous ont montré ce qui les mettait mal à l'aise, quoi. Parce que le petit bébé ne se comportait pas. On voyait les petits frères, les petites sœurs, le premier anniversaire, ils ne savaient pas souffler sur la bougie, etc. Et ça a été une nouvelle sémiologie. Et on s'est rendu compte que les fonctions essentielles de la communication sociale, des interactions, des synchronisations, du langage, etc., étaient altérées très tôt. On n'avait pas ces documents. Donc la précocité, elle était un argument majeur pour... Est-ce qu'il y a des associations à conseiller ? Vous en avez conseillé une, mais est-ce qu'il n'y en a pas une emblématique ? Elles sont toutes, ce sont des associations. Il y a des grandes associations qui gèrent des établissements, il y a des associations plus petites. Elles sont toutes formidables. D'accord, parce qu'il faut aussi... écoutez, malheureusement, l'émission est terminée. On va parler, juste pour finir, de l'académie, mais déjà, je voudrais entendre votre conclusion tous les deux sur cet autisme. On va commencer par vous, tiens, Jean-François. Non, c'est très intéressant, c'est très inquiétant, parce qu'on voit bien qu'il manque encore beaucoup de clés. Je pense que le message que je retiens, moi, c'est que il y a des efforts, il y a une volonté, il y a donc ces associations, donc un message d'espoir pour que ces familles, ces enfants se sentent accompagnés, mais il y a du boulot encore. Comme toujours, toutes les maladies. Oui, les maladies... Et vous, Madame la Présidente, sur l'autisme, avant qu'on parle de votre académie, splendide académie. Moi, je dirais que l'autisme s'exprime tôt, et savoir le reconnaître, c'est de la responsabilité de tous les professionnels qu'on forme de mieux en mieux en France, avec les parents, à qui on redonne du courage et qui vont être la clé du progrès de leur enfant et qui vont l'aider à aller tout de suite rencontrer d'autres enfants dans des conditions qui soient les meilleures. Donc les progrès actuels qui sont pleins d'espoir, ils ne peuvent pas priver les enfants de maintenant de ce qui leur est essentiel. C'est-à-dire que la recherche, c'est bien, mais sur le terrain, il faut vraiment qu'on développe ces systèmes avec premièrement, de diagnostic, deuxièmement, d'évaluation des capacités de l'enfant. On offre une panoplie vraiment médicale, de rééducation du langage, de la motricité, c'est essentiel. Ouais. Il y a des professionnels qui sont très bien formés, il faut donner toute la chance, et puis accompagner la famille d'agir tôt pour prévenir. Et les résultats arrivent. Parce que la trajectoire, on a maintenant de très beaux résultats sur des périodes assez longues, où on voit qu'un enfant qui est accompagné de manière je dirais, subtil dans son fonctionnement pour réussir, il fait des petits bonds et la trajectoire, au lieu de s'éloigner de la trajectoire normale, elle s'infléchit et pour certains même, on peut imaginer qu'elle va rattraper la trajectoire de développement normal. Merci pour ce message plein d'espoir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont apprécier ce que vous venez de nous dire. Juste un petit mot. Pourquoi il y a eu autant de temps pour avoir une présidente à l'Académie ? Vous êtes la première, hein ? Oui, je suis la première. Et j'ai été très, très honorée, très heureuse. Mais c'est un peu tardif, si j'ose dire. C'est tard. Vous savez, les femmes hospitalo-universitaires, médecins, elles étaient encore rares. Oui, c'est vrai. Il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, on va voir que des présidentes, si je comprends bien. C'est ça, c'est-à-dire que ça risque d'être inversé. Alors, qu'est-ce que va être votre... qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme héritage en tant que présidente sur votre action cette année ? C'est court, un an, hein ? C'est court, oui, mais c'est en même temps... vous voyez, je pense que
la vie, ça commence tôt. Et l'enfant, on a beaucoup parlé des personnes âgées, des maladies neurodégénératives, etc. Ma trace à l'académie, elle est liée au développement, à l'enfant, à la famille et à la société, au rôle de la société dans les progrès de la médecine. Question à la présidente ? Non, bon courage. Bon courage. Moi, je veux dire, est-ce que vous vous attribuez un rôle politique, puisque nous sommes une émission de politique santé ? Le développement de services qui soient distribués. Et vous êtes écouté, par exemple, vous avez des contacts avec les assemblées, les les sénateurs, les assemblées, bien sûr, le président de la République lui-même. Écoutez, il n'y a plus qu'à conclure. Merci, professeur Barthélémy, vous avez été très clair. Comme disait Balzac, les Tourangeaux sont géniaux à condition d'en sortir. J'avais trouvé ça un peu sévère, mais je trouve que votre parcours exceptionnel le prouve. Merci à vous qui soutenez cette émission qui a trouvé une vraie place. On se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien.